Salut à toutes et à tous. L'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, elle est partout. Pour rédiger un mail, trouver une idée de dissert ou même créer une image, c'est devenu un réflexe pour beaucoup, et notamment pour les étudiants, un assistant quasi indispensable. Mais voilà, cette espèce de magie numérique, elle a un prix. Et je ne parle pas de l'abonnement mensuel, non. On va s'intéresser ensemble au coût physique, bien réel, de cette technologie qui nous semble si immatérielle, comme si elle flottait dans les nuages. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. On va commencer par démystifier un peu le fonctionnement de l'IA, ensuite on plongera dans sa facture écologique, la face cachée de la machine, et le plus important, on finira avec des solutions concrètes pour devenir un utilisateur plus malin et plus responsable. Allez, première étape, on va essayer de comprendre la mécanique. Qu'est-ce qu'il y a vraiment sous le capot d'outils comme ChatGPT? Comment ça marche en vrai? En fait, au cœur de ces IA, il y a ce qu'on appelle les grands modèles de langage, ou LLM. Et la grosse différence avec un moteur de recherche classique, c'est qu'ils ne se contentent pas de trouver une réponse, ils la construisent, ils la génèrent. Et pour faire ça, ils ont été entraînés sur des quantités de données absolument astronomiques. C'est un processus qui imite les connexions de notre cerveau et qui demande une puissance de calcul colossale. Et qui dit puissance de calcul, dit consommation d'énergie. Une consommation massive même. C'est le moment de parler de cette fameuse facture énergétique qui se cache derrière le mot « cloud ». Pour que ce soit bien clair, un petit chiffre, une seule requête faite à une IA générative, une seule question, ça peut consommer 6 à 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Pourquoi une telle différence? Eh bien, parce que générer une réponse de A à Z, c'est beaucoup plus gourmand que de simplement aller chercher une information qui existe déjà. Et ça, ce n'est qu'un début. Regardez ce graphique. En 2022, les data centers qui font tourner les IA, ils pompaient déjà 2% de l'électricité mondiale. Et la projection pour 2026, on parle du double, 4%. C'est une croissance qui est juste vertigineuse. Et attention, toutes les IA ne se valent pas. La taille du modèle qu'on mesure en paramètres, c'est un peu comme les neurones de son cerveau artificiel, ça change absolument tout. Pour une seule question, le modèle GPT-4o mini, il consomme l'équivalent de 3 minutes de streaming vidéo, c'est déjà pas mal, mais si on prend le modèle Llama 3.1, qui est beaucoup plus grand, là on passe à l'équivalent d'une heure de vidéo. La différence est juste énorme. Mais la comparaison qui frappe le plus, c'est avec notre propre cerveau. Le cerveau humain, c'est une merveille d'efficacité énergétique. Pour faire une tâche similaire, une IA de pointe consomme 25 000 fois plus d'énergie. 25 000 fois. On est encore très loin d'imiter l'optimisation parfaite de la nature. Bon, on a parlé de l'énergie, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que l'infrastructure de l'IA, eh bien, elle exige aussi d'autres ressources, des ressources bien physiques. En fait, ces data centers sont des véritables usines. Pour les refroidir, il faut une quantité d'eau phénoménale. Imaginez une vingtaine de questions posées à une IA, c'est l'équivalent d'une grande bouteille d'eau qui part pour le refroidissement. Il y a aussi les minerais rares qu'il faut extraire pour fabriquer les serveurs, et puis l'espace, le terrain que ces bâtiments occupent. Un dernier chiffre pour la route, rien que l'entraînement du modèle GPT-3, ça a émis autant de CO2 que 10 voitures sur toute leur durée de vie. Ok, le constat est assez clair. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, et elles se trouvent à la fois du côté de l'industrie, mais aussi de notre côté en tant qu'utilisateur. L'industrie de la tech, elle, commence à réagir. On voit des solutions émerger, des algorithmes plus efficaces, des data centers qu'on installe dans des pays froids pour moins avoir besoin de clim, ou encore le développement de modèles d'IA plus petits, beaucoup moins gourmands en énergie. Et ça nous amène à la partie peut-être la plus importante, notre pouvoir en tant qu'utilisateur. Voyons ensemble les gestes pratiques très concrets pour une utilisation plus consciente de l'IA. Alors concrètement, comment on fait? En fait, il y a 3 réflexes simples à adopter. D'abord, prioriser. On garde l'IA pour les tâches complexes, celles qui ont une vraie valeur ajoutée, pas pour une recherche qui prendrait 10 secondes sur Google. Ensuite, optimiser. Plus une question est précise et directe, plus la réponse sera rapide et pertinente. Ça évite les longs échanges inutiles et donc la surconsommation d'énergie. Et enfin, s'informer. On peut choisir des fournisseurs d'IA qui s'engagent pour l'environnement. Mais le coût n'est pas seulement écologique, il est aussi intellectuel. La question de la responsabilité, elle se pose aussi dans notre manière d'apprendre. Et là, la règle d'or est simple. L'IA doit être un assistant, un copilote, pas un substitut à notre propre réflexion. Pour utiliser l'IA de manière éthique, surtout dans le cadre des études, il y a quelques règles d'or. La base, toujours déclarer qu'on l'a utilisé. C'est juste une question de transparence et d'honnêteté. Surtout, et ça c'est crucial, systématiquement tout vérifier. L'IA peut halluciner, c'est-à-dire qu'elle peut carrément inventer des faits. Et enfin, ne jamais oublier que l'auteur final, c'est la personne qui signe le travail. C'est elle et elle seule qui est responsable du contenu, y compris des erreurs générées par la machine.
On va se quitter avec cette question qui est finalement la plus importante de toutes. Dans son parcours d'apprentissage, quel rôle chacun choisira de donner à l'IA? Celui d'un puissant assistant qui augmente nos capacités ou celui d'un dangereux substitut qui nous rend paresseux? La réponse, elle, appartient à chacun.